J'ai mis cette image du ciel. Alors bien sûr, c'est pris avec un télescope, mais je me posais la question de savoir ce que voyaient nos anciens il y a 4000 ans. Bon, le ciel était bien entendu composé de la Lune, etc., et des étoiles. Alors bon, sur cette image-là, on voit que la simple... Alors, tout paraît éternel, et c'est justement, on va voir que chez Claude Tresmontant, il y a cette question de l'éternité de l'univers. Et donc, sur cette image, il y a deux étoiles de couleurs différentes. Je dirais que c'est un petit peu cette complémentarité que j'ai voulu avec Philippe entre, ben, pour ma part, plutôt parler de l'aspect scientifique, et puis Philippe prendra de temps en temps la parole pour lui qui a beaucoup lu Tresmontant, voire côtoyé, apportera des... Voilà. Cet exposé, voilà, il y a à peu près un an, je ne connaissais pas Claude Tresmontant, donc c'est une découverte. J'ai lu enfin, deux livres à tout casser, mais cependant, ça m'a quand même permis de découvrir un certain nombre de choses. Et puis ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était un petit peu aussi vous apporter bah, comment la science évolue actuellement et quelles sont éventuellement de nouvelles questions qui peuvent se poser qui n'ont peut-être pas été actuelles, qui n'étaient pas actuelles du temps de Claude Tresmontant et donc qui peuvent éventuellement poser de nouveaux problèmes. Donc voilà. Je... Alors, on peut dire qu'en cosmologie, Tresmontant, bon, il a vécu à une époque où il y avait d'autres débats, mais il y avait par exemple la création spontanée de matière. Il y avait des modèles alternatifs à celui qui en est venu à être nommé modèle du Big Bang. Et on s'est mis d'accord, Étienne et moi, que euh, il avait fait de la présence des sciences une manière, je dirais, de connaître le monde, de le découvrir. Il l'avait exploité d'une façon où il en fait une école, on pourrait dire, d'émerveillement, mais pour connaître le réel, et un réel, il le dit souvent, auquel on a tendance à résister. On voudrait prendre nos rêves pour la réalité, on voudrait même les transformer en cosmologie, et c'est comme ça qu'il voyait la genèse de la gnose, point sur lequel des spécialistes lui ont donné raison. Et donc, dans, par exemple, comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu dans Sciences de l'univers et problèmes métaphysiques dans bien des endroits, Tresmontant va être amené à euh, insister sur le caractère nouveau des sciences expérimentales qui nous permettent d'approcher de questions métaphysiques dont on aurait pu penser qu'elles n'auraient jamais eu de réponse. Les fameuses antinomies de Kant, hein, l'univers a un commencement dans le temps, l'univers est éternel, etc. La raison arrive à ses limites. Et ça a déjà été évoqué par Emmanuel Tresmontant plus tôt. Savoir, il y a des résultats, il y a des observations, et Étienne va parler d'observations à l'instant, qui permettent de poser des questions métaphysiques des grands métaphysiciens, des grands cosmologues, on pourrait dire grecs, de les poser et de faire un bout de chemin, faire un pas qui est un pas expérimental et qui donc nous dirige vers un rationalisme expérimental et qui est le seul vrai rationalisme pour Tresmontant. Donc c'est dans cette direction-là qu'on se dirige avec les observations les plus récentes que mon collègue est en mesure de nous résumer. Là. Alors, je ne cacherai pas bien longtemps que je suis un chrétien. Et donc, quelque part, je vis comme ces deux étoiles une certaine schizophrénie, puisque c'est quand même pas tout à fait évident de parler de résurrection de la chair, de la vie éternelle et des choses comme ça. Pour un physicien, ça n'a pas, c'est pas très très logique. Donc voilà. Donc, mais cependant, ce bout de trajet que j'ai fait avec Philippe et puis en lisant Claude Trespontant, bon, me permet déjà de rapprocher les deux. Je dis pas que ça résout complètement. Alors d'abord, pour commencer ça, je voulais revenir aussi, là, il y a 15 jours, j'étais dans les Galapagos de la francophonie, c'est-à-dire l'île Maurice, et sur un abri de bus, j'ai vu tuition de violon. Alors du coup, en tant que Français, ça m'a un petit peu gêné. Et puis je me suis dit, mais si, c'est vachement logique.
il y a l'intuition, et l'intuition, c'est le cours. Et l'intuition, c'est ce qui vient tout seul. Et finalement, je me suis rappelé un petit peu de ce qu'on se disait avec Philippe sur les méthodes inductives, les méthodes déductives et les choses comme ça. Donc là, je vais vous faire une petite illustration à travers d'une histoire très brève de la mesure de la vitesse de la lumière, ce que cette saga a pu apporter de fondamental dans notre pensée. Voilà. Donc, d'abord, l'optique, hein, vous savez très longtemps en amont, on pensait que c'était l'œil qui émettait quelque chose et puis que c'était comme ça qu'on arrivait à promouvoir l'existence de celui qui était en face. Bon, alors, et puis là, je voudrais rendre hommage à ce scientifique dit à la zen, qui a complètement compris que c'était l'œil qui percevait la lumière. Et ça, j'ai entendu quelques conférences, par exemple de Philippe. Je voudrais rendre hommage au fait que la science, en fait, c'est quelque chose de très universel, et sur toute la planète. Là, aujourd'hui, on a surtout entendu parler d'hébreu et de monde occidental, mais quand on commence à parler de la science physique, en tout cas, ou sciences inhumaines, en tout cas, on parle énormément de japonais, de chinois, voilà. Et ça, je trouve que c'est assez exaltant en tant que scientifique qu'on aboutisse à ce qui est derrière l'écran là, c'est-à-dire un espèce de langage universel, quel que soit le lieu sur la planète où vous allez avec ce tableau qui ne veut rien dire pour moi, mais en tout cas, ce tableau doit pouvoir parler aux spécialistes, quelle que soit sa langue. Donc derrière, il y a quelques formules et choses comme ça. Donc la démarche scientifique, pour moi, est essentielle dans le sens où elle va vers cette universalité et ça devrait faire rejoindre tous les hommes, quelle que soit leur religion, etc. Voilà. Donc, sur l'histoire de la vitesse de la mesure de la vie, enfin sur l'histoire de la vitesse de la lumière, bon, on dit que le premier qui a vraiment essayé de faire une manip, c'était Galilée, qui avait dû comprendre que quand il y avait un éclair, il y avait du bruit qui arrivait après, que c'était bien corrélé, donc que les deux n'allaient pas à la même vitesse. Et il a essayé de mesurer la vitesse de la lumière. C'est ce petit schéma que j'ai montré, où il a mis son disciple à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, pour essayer de découvrir et recouvrir une lanterne. Bon, et très finement, donc M. Galilée était un vrai scientifique, il n'a pas conclu que la vitesse était quelque chose d'instantané, il a simplement conclu que la vitesse de la lumière, enfin qu'il y aurait peut-être une vitesse, mais que c'était beaucoup trop rapide pour son expérience. Vous voyez déjà une approche expérimentale, et chez Claude Tresmontant, c'est très fort cette approche expérimentale, euh, parce qu'il va nous dire qu'il faut que la métaphysique soit en accord avec ce qu'on est en train d'observer de l'univers. Voilà. Galilée, malgré lui, finalement, a inventé la lunette qui sera la vraie découverte de la vitesse de la lumière, mais cette fois-ci sur un côté, c'est là où je voudrais illustrer un petit peu ce qu'est l'expérimentation, c'est-à-dire l'acte volontaire de monter une manip et puis d'en tirer des conclusions, et puis l'observation où finalement on est en train de regarder à travers une lunette tout un laboratoire immense qui s'appelle l'univers, sur lequel on n'a aucune prise. C'est-à-dire que là, l'astrophysicien est par définition quelqu'un qui n'a pas droit à l'expérience, parce que finalement, il ne peut qu'observer, observer quelque chose qui est dans son état, etc. Donc, par contre, ça développe une autre faculté qui est celle de se laisser surprendre par des observations et finalement d'aller chercher, et c'est une autre méthode de la méthode scientifique, qui est aussi de se laisser transformer par ce qu'on est en train d'observer. Becquerel avec son histoire de plaque photographie dans le tiroir où il avait mis de la radioactivité, etc. C'est aussi une attitude qui est fondatrice de la pensée scientifique, c'est aussi de se laisser mouvoir par ce qu'on n'avait pas imaginé avant. Romer, donc c'est typiquement quelqu'un qui a observé les apparitions et les disparitions du satellite Io derrière Jupiter, et puis en faisant son... Donc à l'époque, on avait inventé l'horloge à balancier, donc ça devenait à peu près stable, et donc il a repéré qu'à 6 mois d'intervalle, ses résultats n'étaient pas tout à fait les bons. Et donc il s'est dit, il y a quelque chose qui cloche,
Et c'est là où il s'est dit, mais si la vitesse de la lumière est finie, alors ça explique ce que je vois. Et donc il a tiré, et c'est lui le premier qui a essayé de faire une mesure de la vitesse de la lumière en comparant les éphémérides, en comparant des temps précis d'apparition de Io derrière Jupiter. Et vous allez voir dans 5 minutes que ça, c'est fondateur de tout ce qu'on va dire après. Donc voilà quelqu'un qui n'avait pas imaginé ce résultat-là et qui finalement est amené à penser quelque chose qui va être une vraie révolution de la science. Alors, Hippolyte Fizeau, bon, parce qu'il a fait sa manip ici, on l'aime bien, il a raffiné les choses, mais lui, c'était un expérimentateur. Il a mis sa lunette à 23 km à Suresnes, par rapport à Montmartre, je crois, avec cet appareil-là qui existe pas très loin d'ici, au Conservatoire national des arts et métiers, et il a fait tourner sa roue, et là, il a raffiné la mesure de la vitesse de la lumière, et effectivement, il a confirmé dans un premier temps que donc cette valeur qui petit à petit va devenir pour nous un étalon absolu de, de mesure de longueur. Alors, juste avant ça, je voulais simplement Fizeau, donc ça j'ai parlé du Fizeau expérimentateur. Un jour il a fait une manip aussi où il comparait la vitesse de la lumière dans un tuyau où il laissait circuler de l'eau et puis il essayait de mesurer une composition des vecteurs de la lumière, de vitesse de la lumière. Et à ce moment-là, il a vu une petite différence qui l'embêtait. Et il a conclu, eh bien, dans l'état actuel de mes connaissances et de nos connaissances, on ne peut pas expliquer ce que j'ai vu. Et il l'a noté. Donc c'est un truc qu'il n'a pas pu expliquer, mais dans ses carnets, il l'a noté. Il faudra attendre la relativité restreinte de Einstein pour expliquer ce que Fizeau avait déjà mesuré expérimentalement. Vous voyez, cette alternance entre des observations et en même temps des méthodes, des expérimentations. Donc ça, c'est très fondateur de la méthode scientifique, et par là, je veux illustrer justement, et c'est ça qui est important à la lecture de Claude Tresmontant, c'est que le philosophe ne peut pas s'abstraire de cette méthode scientifique où on doit poser les choses. Tout à fait dans le même sens. Tresmontant va, j'ai lancé le mot tout à l'heure, parler de rationalisme expérimental, euh, en fait, ou de réalisme intégral, mais il va dire parfois, imaginez quelqu'un qui, au XVIIe siècle, aurait dit qu'il regarde dans le passé. Euh, Mesurer la vitesse de la lumière avec une bonne approximation, encore meilleure que celle de Fizeau pour nous, ça a des conséquences sur le temps, sur l'espace. On ne peut plus en parler de la même façon, mais ça veut dire qu'on peut aussi voir littéralement dans le passé. Et si on était sur une nébuleuse qui est à 4 siècles en années-lumière, eh bien, cette nébuleuse verrait la cour de Louis XIV. Et avoir dit ça, pour Tresmontant, il le souligne, à une certaine époque, ça nous aurait mis en prison. On aurait dit, vous êtes fous. Et donc, il y a quand même un chemin expérimental qui est parcouru par la raison, une raison qui se construit dans la docilité à l'expérience. Donc je vous parlais quand même d'évolution, ça c'est le prix Nobel de 2005, donc je pense que il n'est pas encore extrêmement bien connu. En tout cas, pour moi, c'est l'exemple même de ce qui va révolutionner la physique dans les siècles qui viennent. C'est donc une méthode où dans un laser, où en fait Theodor Henge créait des impulsions et qu'il autocorrélait ces impulsions. Et en faisant ça, il est arrivé à créer un asservissement sur la vitesse de la lumière qui la reliait directement aux mesures les plus précises d'horloge atomique de temps. Et donc, à travers le laser à peigne de fréquence, eh bien, vous avez vu la mesure de Fizeau, on a fait beaucoup mieux jusqu'avant, mais on a précisé la mesure de la vitesse de la lumière jusqu'au jour où on a arrêté de préciser en disant c'est simple, le mètre étalon qui est au pavillon de Breteuil, pas très loin d'ici, il ne sert à rien puisqu'on ne peut pas le mesurer plus finement que nous
en mesurant la vitesse de la lumière par ce genre de procédé. Donc on a statué, c'est ce chiffre qui est là, 299, 792, 458, c'est la vitesse de la lumière exprimée en mètres par seconde qui a été édictée comme le nouveau mètre étalon de l'univers. Et puis Theodor Hensch a rajouté une invention qui est très pratique, qui permet de mesurer à 10-18 près cette mesure de la vitesse de la lumière. Donc je vous ai mis le chiffre qui tenait pas sur mon écran. Donc on postule maintenant et on a rajouté derrière, on a rajouté 9 zéros. Oui. Donc il y a 18 chiffres significatifs sur la vitesse de la lumière. Eh bien, pourquoi c'est-à-dire au bout d'une année de transmission de la lumière, on mesure cette distance à un atome d'hydrogène près. Vous vous rendez compte un peu de la précision. Eh bien, ce que ça induit sur la nouveauté scientifique, c'est que à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucune constante de la physique qui ne soit constante. Donc je ne sais pas s'il y a des physiciens parmi vous, mais avec une telle assertion, ça veut dire qu'on prend tout et on recommence. Donc, les siècles qui s'ouvrent, c'est que on va rentrer dans une nouvelle physique, on va encore devoir... Alors, j'aime bien dire que finalement le physicien cherche à tout simplifier, parce qu'on cherche l'équation fondamentale de façon à expliquer le maximum de choses, et que le philosophe se plaît à compliquer un peu les choses, mais ça, c'est pour faire un peu de dispute. Mais vous voyez déjà, à travers quelque chose, un mécanisme extrêmement simple, où on en est de la physique, c'est-à-dire on en est à améliorer énormément donc cette mesure-là. Alors, les conséquences, eh bien, c'est que, donc, comme le disait Philippe, la lumière ne se déplace pas instantanément. Observer loin, c'est observer dans le passé. Avec Hubble qui a repéré qu'il y avait finalement aussi une évolution de la vitesse des objets par rapport à nous, donc qui a dit que finalement cet univers était en expansion. Penzias et Wilson qui ont ensuite vu le fond cosmologique, eh bien, cette fois-ci, c'est absolument vrai, l'univers n'est pas statique. Alors, quant à dire qu'il a un début, qu'il a une fin, on n'en est peut-être pas encore là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en mouvement, tout simplement parce qu'on a mesuré la vitesse de la lumière. Donc, cet univers n'est pas statique, et plus rien ne l'est avec les précisions de mesure actuelles, donc on est obligé, nous, scientifiques, de tout rebâtir, y compris les cosmologies, y compris la relativité générale, etc. Alors, comme certains l'auront rencontré dans les écrits de Tresmontant, ce qui, là-dedans, l'a surtout retenu, c'est qu'en fait, il considérait invraisemblable de poser en principe que tout ce qui est sorti comme construction géniale d'imprévisibles nouveautés dans l'univers se devait, parce qu'on l'aurait édicté au nom d'un principe de conservation quelconque, être présent dès le début dans les nuages de plasma, d'hydrogène, d'hélium. Et donc l'univers ne peut pas se donner à lui-même ce qu'il ne possède pas. Et Tresmontant souvent, dans plusieurs livres, il y avait par exemple la question du miracle que j'ai vu sur la table. C'est un des endroits où il l'avait écrit d'une façon, je trouvais un peu ludique et qui se lisait facilement. Mais donc on ne pourrait pas se placer à ce moment-là dans l'univers et en déduire les formes nouvelles qui seraient injectées en lui par la suite. D'où viennent-elles? Mais ça, j'en parlerai demain quand je parlerai de la vision informationnelle. Mais ce qui est intéressant aussi, je le souligne, je suis heureux qu'on ait réédité l'essai sur la connaissance de Dieu, parce que là, c'est je dirais, une planche pour aller encore plus loin métaphysiquement que Tresmontant proposait là-dedans, où il faisait la critique d'un sophisme courant de l'intelligence naturelle. Il est influencé par Bergson, l'intelligence qui comprend mal le déploiement de la vie, qui aime les choses qu'elle peut analyser, ensuite synthétiser, mais à partir des morceaux morts qu'elle en a détachés. Et donc, selon le sophisme de cette intelligence, qui ne s'appuie que sur elle-même, elle n'aurait jamais admis la présence, l'émergence de la pensée si elle n'avait eu devant elle que la vie, ni la vie à partir de la matière, ni la matière tellurique à partir des étoiles, et de dire Tresmontant, ultimement, elle aurait refusé que l'être soit. Et donc, c'est parce qu'elle s'est empêtrée dans de mauvaises habitudes intellectuelles qui, selon lui,
consiste surtout à avoir médité sur des machines fabriquées par l'homme et non sur la création telle qu'elle se déploie devant ce spectacle dont le premier reste quand même la cosmologie. Alors, tout est une question de temps. Je pense qu'aussi on va pulvériser le nôtre. Pour l'instant, il y a une origine à l'univers, hein, c'est ce qu'on a appelé de manière. C'est un sarcasme en fait, un Big Bang, hein, c'était les détracteurs qui ont donné ce nom-là. Mais bon, donc voilà. Et puis en fait, il y a tout cet aspect d'inflation. Alors bon, là, je vais pas revenir là-dessus parce qu'en fait, il y a beaucoup. Je suis pas le mieux placé là-dessus. En ce moment, ce qu'on est en train de voir, c'est quand même tout début à l'origine du temps, il y a un aspect quantique, et ça, j'y reviendrai plus loin, qui, moi, me permet de dire qu'on est en train d'évoluer parce que quand on est fondamentalement au niveau quantique, on commence à revenir dans la réversibilité, alors que quand on... Donc, vous savez très bien que le temps est orienté par l'entropie, hein, donc l'univers ne cesse de croître, le temps ne peut aller que dans un sens parce que le désordre augmente, ça c'était très bien vu dans les écrits de Claude Trespontant, mais c'est là où on a entendu parler aussi de ce temps constructif, et c'est ce que je vais peut-être essayer de vous illustrer un peu plus en aval de ça. Alors, donc, vous savez très bien que maintenant on regarde dans le passé. On a regardé récemment, c'est la dernière carte qu'on ait du fond cosmologique, c'est-à-dire tous ces grumeaux de l'espace où il y a des tas de galaxies qui se sont créées. Et de manière un peu curieuse, en fait, on sait que chacun de ces grumeaux ne se connaît plus parce qu'à cause de la vitesse de la lumière finie, mais en fait, il n'y a plus de causalité entre ces grumeaux-là. Et ce qui est très problématique pour aujourd'hui pour les cosmologistes, ben, c'est de voir que cet univers est aussi plat, c'est-à-dire aussi peu différent en fonction des différentes directions dans lesquelles on observe. Donc ça, c'est une première chose qui est un petit peu étonnante, c'est qu'en fait, on va vers un univers où plus rien ne se cause. Donc ça, c'est pas très enthousiasmant, mais bon, voilà, c'est quelque chose. Voilà, et donc en fait, ça c'est des images justement de comment sont localisées les galaxies dans ce qu'on en voit en ce moment. Donc, alors là, il y a une erreur qui a été assez marrante dans l'histoire, c'est que ça, en fait, si je vous disais que c'était un réseau de neurones, vous m'auriez cru. Et en fait, il y a une petite histoire toute bête, c'est M. Isserstedt, qui avait vu des anneaux dans les champs d'étoiles qu'il observait, qui étaient distribués selon des ronds. Et donc il avait dit très justement qu'il y avait une étoile qui explosait, et puis que ça allait créer les autres derrière. La seule chose qu'il n'avait pas compris, c'était que l'œil, naturellement, voit des ronds. Et donc, en fait, si on fait une analyse de Fourier des champs stellaires, il n'y a aucune géométrie circulaire. Il n'y a que des choses complètement hasardeuses. Et donc voilà, encore une fois, il faut se méfier de ce qu'on interprète quand on regarde Et donc c'est là où la méthode scientifique, eh bien, il faut aussi en revenir à une démarche extrêmement précautionneuse sur ce qu'on est en train de voir et comment on l'interprète. Tu veux intervenir ? Je me souviens, étant tout petit, dans la neige canadienne, de me coucher donc en costume de motoneige, de me coucher dans la neige, puis de regarder les étoiles, puis me demander, mais dans quoi est l'univers? Et je me rendais pas compte que je faisais de la géométrie avec Poincaré, puis avec Riemann. Et en fait, Tresmontant pose dans l'histoire de l'univers, le sens de la création, une des conférences, la question de savoir, mais pourquoi Dieu aurait-il procédé ainsi de cette matière qui constitue des noyaux, qui finalement, bon, sur la Terre, constituent des premières coacervoles, et puis pourquoi est-ce que c'est si long? Pourquoi tout ce temps avant l'arrivée du Christ, du Rédempteur, du Sauveur? Et c'est intéressant la réponse qu'il donne. Peut-être qu'il ne pouvait pas procéder autrement. En fait, l'immensité de l'univers, j'ai parlé au début d'une école d'émerveillement. C'est, me semble-t-il, quelque chose qui a été, on dirait en anglais, loaded, qui a été comme truqué, peut-être pour nous rappeler l'immensité du Créateur, pour nous rappeler que ça défie complètement nos moyens d'appréhension et qu'on est encore à balbutier
Bon, on peut avoir une précision très grande sur la vitesse de la lumière, mais ce n'est qu'un instrument avec lequel ensuite il va falloir se débrouiller et des modèles vont continuer à se succéder. La science va continuer à être une entreprise autocorrectrice qui peut changer. Et ce qui est intéressant là-dedans, je pense qu'avec Étienne, avec sa compétence, on est capable de retrouver une intuition de Tresmontant qui est que oui, des modèles, oui, des théories pourront se succéder, mais il y a quand même un acquis, et cet acquis, c'est justement qu'on a un instrument. On est comme des gamins qui seraient dans une salle de jeu. On a au moins un instrument qui tient à peu près le coup. Et on a commencé à épeler la langue de cet alphabet avec lequel tout a été construit. Je vais en reparler demain encore une fois. Et moi, c'est sur cette note-là que je voudrais terminer. Peut-être tu veux mettre un mot de la fin, mais c'est cette école d'émerveillement. J'essayais de respecter le temps là, de... Ça, c'est plus... Alors donc c'est moi qui vais accélérer le temps. Donc je reviens à cette image-là où on a la chance d'avoir deux étoiles de couleurs très différentes qui peuvent, alors c'est un peu schématique, mais qui vont avoir deux destinées différentes. Il y en a une qui peut exploser, donner une supernova et donner à ce moment-là quelque chose de 1054. Donc c'est pas le schisme Orient-Occident, c'est l'explosion de la nébuleuse du Grabe. Ce sont les Chinois qui avaient observé ça et noté ça. Et puis maintenant, depuis ce temps-là, maintenant on voit au centre une étoile pulsar qui pourrait donner prochainement un trou noir. Donc ça, je dirais que c'est un peu la vision catastrophiste, sauf que dans cette explosion-là, eh bien toutes les espèces chimiques très complexes, enfin, au niveau de l'atome, hein, tous les transuraniens, les plombs, les ors, etc., ne sont créés a priori que dans ce genre de phénomène. Donc il y a une certaine fécondité à cette violence de l'explosion, c'est quand même l'origine de ce qui nous compose aujourd'hui. Donc ça c'est important, je pense, de le noter. Alors là c'est une image qui date du mois dernier. Eh bien il n'y a pas que les étoiles, les supernovas qui explosent. Ici c'est un feu d'artifice qui a lieu dans une crèche à étoiles, c'est-à-dire que les étoiles ne sont pas encore formées, qu'il y a déjà des explosions avec une image complètement différente de la précédente. Donc ça, voilà, c'est l'observation. On pensait jusqu'à maintenant qu'il n'y avait que des étoiles des supernovas qui donnaient machin. Et bien voilà, ici, c'est une nouveauté, donc il va falloir encore rebâtir nos théories qui sont en train d'être battues en brèche en permanence. Donc, des trous noirs, bon, bah, ça c'est le centre galactique. Ce qui est très intéressant des trous, donc au foyer, comment dire, au centre des galaxies, il y a des trous noirs qui se forment, et donc on va avoir la chance dans un an de pouvoir observer une étoile qui va passer dans ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild du trou noir, et donc il va y avoir un échange de matière assez violent entre cette étoile qui se rapproche et le trou noir, et nous allons observer ça. Donc vous voyez, ce qui était autrefois plus des hypothèses de calcul, etc., ben voilà, on est en train en ce moment de le vérifier, et donc il y aura certainement un prix Nobel qui sera donné à l'occasion de cette observation-là. Donc bon, vous connaissez un peu les schémas classiques. Je voudrais revenir sur une observation, enfin un mode d'observation récent. On a parlé beaucoup de lumière. Récemment, on a prouvé que les observatoires gravitationnels étaient en route et que ça marchait. Donc voilà, ça a été le signal qui a capturé, enfin qui nous a donné la preuve de deux trous noirs qui étaient en train de coalescer, alors je ne sais pas de se mettre ensemble. Et donc ce signal qui est assez bruité est à 10-18 près, hein, donc on est vraiment on mesure la métrique de l'espace à 10-18 près, donc c'est toute cette nouveauté qui est en train de se mettre en place. Mais il faut voir la violence du phénomène. C'est deux trous noirs qui font 30 fois la masse du Soleil, qui se mettent, qui en un tiers de seconde, se mettent ensemble. Toute l'énergie, et il n'y a pas eu d'écho lumineux, ça s'est fait dans le noir absolu, et en fait la seule énergie est partie sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc maintenant on sait que les ondes gravitationnelles se propagent aussi à la vitesse de la lumière et qu'elles sont capables d'emmener de l'énergie. Ça c'est complètement nouveau, ce n'était pas du tout prouvé il y a ne serait-ce que 2 ans avant. Donc ça, c'est l'observation fondatrice. Et maintenant, il y a d'autres événements et on est en train de continuer à avancer dans ce domaine-là.
Rapidement, ici, ça c'est la première image, je dirais, d'un disque préstellaire, c'est-à-dire où au centre on a l'étoile qui n'est pas encore formée, et tout autour, dans les sillons, il y a déjà des planètes qui sont en train de commencer à se former. Donc ça c'est un petit peu l'autre aspect de ce que je disais, il y a la, la- la- comment dire, la création de nouveaux matériaux, enfin création, l'apparition de nouveaux matériaux à cause des explosions, mais il y a aussi donc ce phénomène de fabriquer des planètes qui vont, maintenant c'est un grand sujet de recherche pour nous, on essaye de trouver des planètes en dehors de notre système solaire. Donc ici c'est la première image d'une planète où on voit un petit point, voilà, ce petit point, donc l'image de l'étoile est occultée, et on voit un petit point à côté qui est une véritable planète. Donc ça y est, on commence à observer ces planètes, on en détecte, on en a à peu près 5000 dans nos catalogues qui sont identifiés par d'autres méthodes, et on commence à créer des instruments pour aller observer ces planètes-là. Donc vous voyez, ça c'est vraiment l'évolution. Et là, ça introduit dans une nouvelle dimension de la science qui est, ben, on cherche de la vie. Ça, on vous le dit tout le temps, on cherche une autre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, je ne sais pas, Claude Trespontant ne l'aborde pas dans ses réflexions. Euh, donc voilà, ça c'est des choses qui vont bouger, ou ben, est-ce que le Christ est rédempteur pour tout l'univers, par exemple? Est-ce que c'est valable pour la planète qu'on observe, qui n'a plus rien à voir avec nous, qui est même de manière causale, au sens de la vitesse de la lumière, n'a plus rien à voir avec la rédemption du Christ qu'il y a 2000 ans? Vous voyez, donc il faut faire une sphère de 2000 années-lumière, et au-delà de ça, ben, les gens ne peuvent pas connaître le Christ, puisque l'information ne passe pas. Donc ça, c'est même pas des paradoxes en fait. Je dirais que c'est de la. euh, mais ça repose la question, ben, c'est quoi le temps, c'est quoi la transmission de l'information, etc. Donc là, il va y avoir un petit peu un peu de réflexion à avoir prochainement. Voilà. Donc, rapidement, donc aujourd'hui, on essaye d'identifier des systèmes planétaires dans lesquels il y aurait des planètes qui seraient dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire une zone où on a de l'eau liquide, où on a parce que en fait, on voit que le phénomène de la vie est surtout lié à une molécule extrêmement particulière, qui est une liaison chimique extrêmement particulière qui s'appelle la liaison hydrogène, où en fait, qui est la base de l'ADN, c'est-à-dire c'est ça qui a permis à Crick et Watson d'imaginer un processus où l'information allait pouvoir se dupliquer, et ça c'est grâce à, je dirais, une certaine subtilité. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut voir, c'est que d'un côté, il y a un univers qui évolue, qui va en apparence vers une mort, parce qu'on pourrait se dire que les trous noirs, une espèce de mort thermique, etc., c'est la fin de tout, et donc on ne peut pas croire à autre chose. Et de l'autre côté, on voit que plus cet univers refroidit, plus se met en place des phénomènes extrêmement économiques en énergie, extrêmement productifs, etc. Et moi, quand j'entends parler de la nouvelle naissance, d'un temps constructif, euh, moi en tant que chrétien, ça me va bien, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je m'aperçois que dans l'évolution de l'univers, il n'y a pas que la flèche mort. Voilà, il y a peut-être autre chose. Donc ça, c'est un petit peu ce qui commence à me poser des questions. Alors je ne suis pas un grand scientifique ni un philosophe, encore moins. Donc c'est pas moi qui vais résoudre tout ça, mais au moins que le dialogue entre science et foi se mette en place. Ça, je pense que c'est essentiel, justement, dans cet avenir. Et merci Claude Tresmontant d'avoir un peu cassé cette espèce de paradigme en disant, bon, mais si on est rationnel, on ne peut pas croire à Dieu, on met tout ça sous le tapis, et surtout on dit un maximum de bêtises. Bon, j'en dis peut-être tout autant, mais enfin en tout cas, je peux vous garantir une chose, c'est que le scientifique, avant tout, est quelqu'un qui doit être par définition humble, parce que de toute façon, dès qu'il affirme quelque chose comme Berthelot, qui avait plein à la fin du 19e siècle, qui avait plein les nouveaux étudiants en disant qu'ils apprendraient rien parce qu'il n'y avait plus rien à découvrir. Bon, 1905, puis voilà. Ben donc voilà, donc des scientifiques qui sont très puissants, sont capables de dire un maximum de bêtises. Donc ça, pour moi, ma profession, la première chose à apprendre, c'est à être humble, sinon il vaut mieux pas survivre.
Donc bon, je passais en arrière-plan toutes ces recherches actuellement pour aller voir sur d'autres corps célestes s'il y a bien cette trace initiale de la vie, c'est-à-dire ces molécules qui ont pu donner naissance à cet assemblage qui a permis l'ADN, qui a permis cette cette auto-construction qui va par définition contre l'entropie, donc la négantropie, je crois. Donc voilà, le phénomène de la vie est par définition quelque chose qui est extrêmement merveilleux parce qu'il arrive à organiser par elle-même, pour elle. Alors c'est bien, je veux dire, c'est un peu égoïste, mais enfin en tout cas ça marche très bien. Donc je crois que ok. Non, 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 là je. Oui, non, mais bon, ça c'est les dernières news de Jory. Là j'ai fini. Juste pour rappeler, bon, j'ai mentionné pourquoi Dieu aurait procédé ainsi, et il semble nous étonner, il semble nous réserver une surprise à chaque détour. Et bon, en 1277, l'évêque Tempier avait condamné une des thèses qui était émanait de Thomas d'Aquin à l'effet que bon, le monde dans lequel nous étions, c'était le monde qui s'impose à nous, c'était le monde dans lequel la puissance de Dieu se révèle non pas comme étant une puissance absolue, pouvant faire n'importe quoi, mais une potentia ordinata, une puissance qui donc va procéder en contexte, va créer en contexte avec toutes ces possibilités-là qui ont été déployées par l'univers tel que nous le connaissons. Et la condamnation visait à rappeler qu'en fait, on ne peut pas limiter la puissance divine. Et c'est intéressant de voir comment, ayant puisé énormément à Thomas d'Aquin, Tresmontant, c'est pas interdit de résonner aussi, vibrer à l'unisson de la tradition franciscaine, où justement on a l'impression, ne serait-ce qu'en écoutant cet exposé d'un astrophysicien, on a l'impression que la thèse de la pluralité des mondes, la thèse oui, même des multivers, à la limite, si on veut entrer dans les modèles comme tels, reste toujours là comme en sourdine. Et donc, on est lié par l'expérience, mais en même temps, l'expérience suscite en nous une imagination toujours renouvelée. Et ça, c'est quand même, je dirais, cette école de l'émerveillement. Il était question d'école Fresnel, l'école où Tresmontant a appris à une certaine créativité. Ben, il nous a montré comment aussi c'était une entreprise collective à travers la recherche scientifique, parce que c'est plus un chercheur dans son coin sur son fauteuil, c'est un ensemble de sujets-chercheurs qui, intersubjectivement, avancent ensemble vers, on espère, un certain dévoilement de la vérité. Merci.